Alors nous sommes à l'écho, on est presque au dernier jour, hein, demain matin encore et puis ensuite c'est terminé. Écho 2020, alors là je suis accompagnée on va dire de mastodontes, hein, de mastodontes des Mickey, des experts. Alors à ma droite j'ai le professeur Mathurin Fumery du CHU d'Amiens et à ma gauche le professeur Arnaud Bourreil du CHU de Nantes et le professeur David Larry du CHU de Bordeaux. Donc, messieurs, merci d'être avec nous parce que l'idée, c'est finalement de dire un petit peu ce qui vous a marqué le plus dans cet écho, dans ce feuilleton écho en 2020. On est à Vienne. Alors, David Lahari, dites-nous un petit peu d'abord ce que c'est écho et puis faites-nous un petit peu des news d'écho un peu fraîches de ce congrès 2020. Echo, c'est avant tout un succès incroyable. Il y a 15 ans, on était 600. Aujourd'hui, on est 7000 à Vienne, réunis pour ce congrès uniquement dédié sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est un congrès qui n'a d'européen que le titre parce qu'en fait, c'est devenu un congrès mondial. Les gens viennent de partout, d'Afrique du Sud, d'Australie. Pas beaucoup de Chinois cette année. Et pour cause, il y a beaucoup d'Américains. Enfin, c'est vraiment un grand, grand succès. Et la France est à l'honneur. On a un président français d'ECHO depuis cette année qui est Laurent Perrin-Biroulet. Donc ça, c'est aussi, je pense, la reconnaissance des travaux qui sont faits par les équipes françaises, qui ont été présentés tout au long du congrès, sous forme de communication orale ou sous forme de résumé. Donc c'est vraiment, je pense, une success story, l'histoire de ce congrès ECHO, avec un gros enthousiasme sur les maladies inflammatoires. On va parler de l'actualité scientifique parce qu'il y a eu des choses passionnantes qui ont été communiquées. Il y a aussi tout le off. Donc il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques. Les biosimilaires, bien sûr, comment ne pas en parler, même s'ils n'ont pas fait l'actualité scientifique, c'est vraiment un engouement et ça divise beaucoup aussi le congrès autour des biosimilaires de l'adalimumab après ceux de l'infliximab. Donc c'est quand même un congrès qui est devenu un must et tous les grands du monde des maladies inflammatoires sont là. Alors en plus, Vienne, c'est aussi le siège de ECHO, hein, donc Vienne en Autriche, où il a fait relativement beau hein, ces derniers jours, même si on n'a pas vu beaucoup le soleil. Mathurin Fumery, vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce congrès? Je vais vous parler d'Epimad, qu'on connaît un petit peu dans le nord de la France et qui sont des données françaises. Donc il y a eu deux communications d'Epimad à ECHO, dont une communication en plénière. Il y en a surtout une, je pense, qui est importante, c'est les dernières données d'incidence de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique en France. Donc c'est vraiment, vraiment des données récentes et on s'aperçoit que la maladie de Crohn, ça continue d'augmenter, que la RTH, ça stabilise, mais de façon un petit peu curieuse, quand on regarde plus précisément, chez les femmes, il se passe quelque chose de différent, c'est qu'elles augmentent, elles, leur incidence bien plus que les hommes dans la maladie de Crohn. Et dans la RCH, quand on prend que les femmes, leur incidence, elle augmente. Donc on parle de plus 1% à plus de 2% d'augmentation d'incidence par an. Aujourd'hui, on ne sait pas bien l'expliquer ça. Pourquoi les femmes auraient un surrisque par rapport aux hommes? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux auxquels les femmes pourraient être exposées et pas les hommes? C'est des hypothèses. On voit aussi que la présentation de la maladie, elle change au cours du temps. Au diagnostic, dans la RCH, on voit des formes qui sont plus souvent étendues, plus souvent pancoliques. Et dans la maladie de Crohn, les formes, elles sont plus souvent iléales ou iléocoliques. Donc là aussi, il va falloir qu'on creuse et chercher sur ces facteurs environnementaux. L'autre élément qui plaide sur la responsabilité des facteurs environnementaux sur le risque de Mickey, c'est une étude qui a été présentée aussi par une américaine et une équipe danoise qui s'est intéressée au risque de développer une Mickey chez les migrants, donc des immigrants qui viennent s'installer au Danemark. Il avait déjà été montré que la première génération de migrants, en fait, ceux qui viennent dans le nouveau pays, ils n'ont pas de surrisque. Et leurs enfants, ils récupèrent le risque du pays dans lequel ils s'installent. Donc eux, ils montrent exactement la même chose, mais ils montrent aussi que les personnes qui migrent dans le nouveau pays, au bout de 20 ans, ils récupèrent le risque des Danois. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que probablement au bout de 20 ans, soit on est exposé à un facteur pendant assez longtemps pour aboutir à un surrisque, et au bout de 20 ans, probablement, on modifie son mode de vie et on a une alimentation qui ressemble plus aux habitants dans lesquels on vit, etc. Et donc ça va falloir creuser. Et sur l'alimentation, justement, il y a une autre étude qui a montré, une étude européenne, qui s'intéresse à l'alimentation et au développement de maladies chroniques, qui a montré que les patients qui mangent de la viande, enfin les patients qui mangent le plus de viande, et a priori de la viande rouge, ont un surrisque de développer une Mickey et surtout d'une rectocolite hémorragique quand on le compare aux patients qui en mangent le moins. Donc il y a encore beaucoup de travaux à faire sur les facteurs environnementaux et pour comprendre un peu ça, et on continue nous avec Epimad à travailler sur ce sujet.
Et puis concernant les nouveau-nés, notamment sur le microbiote, vous aviez aussi des choses à dire là-dessus? Oui, on attendait avec impatience. C'est l'équipe de Jean-Frédéric Colombel qui a débuté plusieurs études pour essayer de comprendre pourquoi les patients développent des Mickey. Et puis surtout essayer d'identifier précocement les patients qui vont les développer. Et peut-être les identifier avant qu'ils développent la maladie. Et donc il s'intéresse à une sous-population dont on sait qu'ils ont un sur-risque, c'est les enfants de parents atteints de Mickey. Et ils ont pris des mères qui avaient une maladie inflammatoire de l'intestin, ils l'ont comparé à des patientes qui n'en avaient pas, et ils ont étudié chez leurs enfants la flore, et ils ont regardé s'il y avait des anomalies du microbiote chez ces enfants-là. Et quand on regarde le microbiote des enfants nés de mères atteintes de maladie de Crohn, eh ben, il est différent que ceux des enfants nés de mères saines. Il y a aussi d'autres facteurs qui influencent le microbiote, et ça il le confirme, c'est le fait d'être né par césarienne en comparaison à avoir un accouchement par voie basse, et le mode d'alimentation du nouveau-né, c'est-à-dire l'allaitement versus une alimentation artificielle influence profondément le microbiote. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est des observations, il faudra voir et suivre ces malades, voir si en fonction des anomalies qu'on a constatées, s'ils développent vraiment plus de maladies inflammatoires de l'intestin. Ok, merci. Arnaud Bourreil, vous êtes plutôt intéressé au mode d'administration, c'est ça qui vous a le plus étonné dans cet écho? Oui, je crois d'abord il y a beaucoup de progrès en termes de thérapeutique et ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et comme disait David, il y a beaucoup de laboratoires qui sont présents et qui développent des nouvelles voies thérapeutiques et qui s'intéressent à des nouvelles cibles. Mais là, dans l'immédiat, pour les patients, ce qui me paraît vraiment une avancée importante pour les patients, c'est de changer les voies intraveineuses par des voies sous-cutanées. Parce que, mine de rien, venir à l'hôpital, en hôpital de jour régulièrement, c'est une contrainte qui est vécue par un grand nombre de patients. Et on a eu les résultats, où on a eu des actualisations de résultats concernant l'infliximab sous-cutané et le vedolizumab sous-cutané. Clairement, l'infliximab sous-cutané fonctionne aussi bien que l'infliximab par voie intraveineuse, avec même peut-être quelques avantages sur, ça intéresse moins les patients, mais sur les taux résiduels qui restent beaucoup plus stables dans le temps, et peut-être que ça s'accompagnera d'une diminution du risque d'immunisation, et si ça s'accompagne d'une diminution du risque d'immunisation, on peut très bien espérer qu'on puisse limiter les combothérapies avec des immunosuppresseurs. Donc ça, je crois que ça va être vraiment un vrai changement dans la prise en charge des patients qui vont sortir finalement de l'hôpital et vont vraiment avoir une prise en charge externe. Et puis la deuxième molécule, c'est le vedolizumab, qui est administré par voie intraveineuse et qui vient par voie sous-cutanée, qui est efficace par voie sous-cutanée comme le vedolizumab par voie intraveineuse. Ce qui est là où on s'oriente sur les schémas d'initiation, c'est que ces traitements sous-cutanés commenceront par des perfusions par voie intraveineuse à la première perfusion et 2 semaines après. Et puis après, les patients, manifestement, peuvent partir sur un schéma d'administration sous-cutanée. Et puis l'autre chose, c'est que il y a une étude chirurgicale qui m'a vraiment impressionné, parce que c'est un très bel essai randomisé, contrôlé sur une nouvelle anastomose, et qui est une anastomose qui vient de Corée ou du Japon ou de Chine. C'est l'anastomose d'un docteur Kono. Je suis incapable de vous dire comment on fait ça parce que c'est une technique chirurgicale, mais les résultats sont assez spectaculaires parce qu'il y a une diminution très significative du risque de récidive endoscopique à 6 mois. Et c'est peut-être une des premières avancées chirurgicales concernant ces anastomoses qui soient vraiment de très bonne qualité. Bon, on en parlera donc à nos chirurgiens français, hein, n'est-ce pas? Du coup, j'ai une question quand même pour vous, messieurs, et puis après je laisserai David, Larry parler un petit peu de ce qu'il a éventuellement retenu de cet écho 2020. En fait, le fait d'avoir des patients qui sont à l'hôpital, en hôpital de jour avec un intraveineux et que vous surveillez nécessairement, que vous voyez quand même épisodiquement à l'hôpital, qu'est-ce que ça va faire pour leur suivi? Est-ce que vous avez déjà pensé que finalement ces patients-là, vous n'allez plus les voir? Est-ce que ça ne va pas être des perdus de vue? Quel est le risque finalement qu'un patient sorte finalement de l'hôpital pour son traitement?
Moi, moi, je ne crois pas que ça soit une perte de chance. C'est un gain de chance pour les patients parce que, évidemment, le fait d'avoir des patients ayant une maladie sévère et de pouvoir contrôler de façon très précoce à l'hôpital que la maladie évolue très bien, c'est un avantage. Mais cet avantage se transforme très rapidement en désavantage quand le patient est répondeur parce que, quand même, on est assez conscient que la plupart de ces malades ont une vie familiale, professionnelle et que même si les perfusions se répètent que toutes les 8 semaines, ça se répète toutes les 8 semaines et à mon avis, c'est un gain pour tout le monde, c'est un gain pour nous, c'est un gain pour les patients et ça ne posera aucun souci. En ce qui concerne la compliance, c'est vrai qu'il y a des études qui sont un peu discordantes sur la compliance des sous-cutanés versus des voies intraveineuses, avec quelques études qui avaient montré une compliance à peu près similaire, mais globalement, il est probable que la compliance des sous-cutanés soit moindre que la compliance des voies intraveineuses. Mais ça sera à nous de gérer ça avec nos patients et on s'adaptera à la situation. Et à mon avis, c'est une vraie amélioration. Moi, j'ajouterais que c'est pas parce qu'on a la voie sous-cutanée que on va arrêter l'intraveineux. Et donc, s'il y a des malades qui sont plus confortables avec la voie intraveineuse, il n'y aura aucun souci pour qu'ils soient continués à être perfusés. Le deuxième problème, ça va être le nôtre. C'est-à-dire que si ces malades actuellement qui viennent en hôpital de jour pour des perfusions reçoivent des traitements sous-cutanés, ça va révolutionner la prise en charge, l'organisation de nos structures de soins. Il y aura beaucoup moins d'hôpital de jour et beaucoup plus de patients qui viendront en consultation. Et donc là, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on soit imaginatif et qu'on change pas mal notre modèle de travailler, où on va avoir des intermédiaires, des infirmières qui vont être spécialisées, de pratiques avancées, ce genre de choses qu'il va falloir vraiment qu'on développe, parce que ça va être une masse de patients considérable qui ne seront plus à l'hôpital et qu'il va falloir qu'on continue à voir, sachant qu'on est déjà dans les centres experts complètement saturés. Certainement que ça va changer effectivement l'organisation des soins. Mathurin ? Non, je veux juste dire que ça ne va pas tout changer dans le sens où nous, les gastro-entérologues, on est déjà formés à la prise en charge ambulatoire. C'est pas tout nouveau. Il y a de l'adalimumab qu'on avait. On a les patients qui sont traités par voie orale, par thiopurine ou par Syncasa, on les suit très bien. Et depuis quelques années, il y a aussi un changement de stratégie où on martèle qu'il faut surveiller correctement les malades. On les voit peut-être un peu plus souvent, je ne sais pas. En tout cas, on leur fait des calprotectines, on les monitore beaucoup plus. Et les gastro-entérologues, ils ont beaucoup communiqué là-dessus à la communauté. Donc, il y a aussi le message depuis quelques années qu'il faut bien surveiller les malades. Donc, parallèlement, je pense qu'on est prêt à prendre en charge ces patients-là ambulatoires, au-delà du volume. David Larry, donc du coup je vous laisse un petit peu le mot de la fin. Cet ECCO 2020 finalement, c'est quoi qui vous a le plus marqué ? Je trouvais que c'était une édition très chirurgicale. Et ça me plaît bien parce que finalement on a eu des données qui montraient, par exemple les données qui viennent du nord de la France, qui montraient que c'est pas parce qu'on a beaucoup plus de médicaments qu'on opère moins les malades, et y compris les enfants. Donc ça c'est quand même, ça veut dire que la chirurgie c'est une technique, une approche qui a toute sa place notamment dans le Crohn. Dans la rectocolite hémorragique, je pense qu'on a quand même un peu plus poussé les lignes avec les médicaments qu'on a. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que il y a eu beaucoup de présentations chirurgicales et tu as parlé de l'intervention là un petit peu nouvelle alors le docteur Kono, je permets de préciser, ça s'écrit Kono et c'est un japonais qui a une technique chirurgicale en effet assez originale où on pense que peut-être dans la physiopathologie du Crohn, il y a le rôle du tissu mésentérique et des tissus lymphatiques et donc lui il contourne un petit peu cet obstacle-là. Et il y a un essai contrôlé, randomisé de chirurgiens, donc ça c'est quand même rare, italien, napolitain même on peut dire, qui est plutôt convaincant. Donc il y a des essais en cours qui ont lieu actuellement avec l'équipe de Louvain aux États-Unis pour essayer de confirmer ça, mais peut-être que justement dans la chirurgie de la maille de Crohn, cette intervention d'origine japonaise sera diffusée par la suite. Et puis j'ai bien aimé aussi, parce qu'après la chirurgie, le Crohn ça continue, et donc il y a des données assez originales qui ont été communiquées par des Français. C'est le groupe Remind, qui est un groupe de recherche qui est adossé au JETED, qui a justement s'est creusé un peu la tête pour savoir comment est-ce qu'on suit nos patients en post-opératoire. On est d'accord pour dire qu'on fait une coloscopie à 6 mois, mais parfois cette coloscopie elle est difficile à interpréter. Et c'est sur elle qu'on va baser notre traitement.
Est-ce qu'on va mettre des anti-TNF, des immunosuppresseurs, ou est-ce que finalement on s'arrête là? Et il y a tout un débat aujourd'hui qui n'est pas clos sur finalement qu'est-ce qu'il faut traiter. Est-ce qu'on traite des lésions dans l'intestin? Est-ce qu'on traite des lésions qui sont juste sur la suture intestinale, ce qu'on appelle l'anastomose? Voilà. Et là, il y a des nouvelles données, moi je trouve très intéressantes, et le débat n'est pas clos. Et il y aura des essais à venir, on y travaille, on y réfléchit pas mal au sein du JOTED pour creuser cette question-là et mieux prendre en charge les malades dans le futur, ceux après qui auront été opérés, puisqu'on en opère toujours autant. Merci beaucoup. Alors, les prochains congrès, messieurs, donc il y a en mai prochain Chicago, la DDW, vous y serez? Oui. Et puis cet automne, l'UEGW, où j'ai ouï dire qu'il y aurait quand même quelques news à l'UEGW. Donc on attend cet automne avec impatience. Et puis je vous remercie beaucoup de cette overview de l'ECO 2020. Merci.